l'émergence du capitalisme au XIIIe siècle dans les cités médiévales italiennes, ça n'est pas la révolution capitaliste judéo-protestante d'Amsterdam ou la révolution judéo-protestante accélérée de Londres. Le rapport social, il bouge. Donc, ce n'est pas la conscience qui détermine le rapport social, c'est le rapport social qui détermine la conscience. Mais le rapport social contient une nouvelle conscience qui travaille dans la durée parce que le rapport social n'est pas inerte et le rapport social est un devenir. On est à l'articulation ontologique, Empédocle, Héraclite, Parménide. L'être est un devenir, le devenir est un être. Et c'est toute la dimension subversive de Hegel dans la différenciation des systèmes de Fichte et de Schilling qui aboutit à partir de Hegel, qui dépasse Hegel, à Marx, qui dépasse Marx. Donc, l'idéologie, c'est ce rapport à notre relation au monde et à notre rapport social qui fait que notre conscience, et c'est cette phrase essentielle qui est posée dans l'idéologie allemande telle qu'on va la poser en première phrase de circulation, ma conscience, c'est la conscience du rapport social, de ce qui me structure dans mon rapport social. Ce qui me structure dans mon rapport social. Ce n'est pas Luther qui crée la première révolution capitaliste en Allemagne. Ce n'est pas Calvin qui crée la seconde révolution capitaliste au sud de l'Allemagne, dans cette structuration monétaire et boursière particulière à Genève. Ce n'est pas Henri VIII qui décide, dans sa conscience individuelle, de créer le capitalisme anglais au XIVe siècle. Il y a une structure foncière, il y a un rapport social. Si la révolution luthérienne aboutit à la confiscation des domaines de l'Église, si Henri VIII aboutit à la confiscation des domaines de l'Église et que par le biais des enclosures se crée la première révolution capitaliste intensive en Angleterre entre 1515 et 1560. Ça ne sort pas de la tête de Henri VIII et de ses conseillers. Ce n'est pas la conscience qui fait le rapport social, c'est le rapport social qui fait la conscience. Et si la confiscation des domaines de l'Église par Henri VIII produit à partir de l'Église anglicane le développement capitaliste, alors que la France ne confisquera les biens du clergé que dans la révolution capitaliste de 1789, c'est bien parce que précisément, ce qui est possible en Angleterre en 1600 ne sera possible en France qu'en 1789. Et ce n'est pas un problème de cogito, ce n'est pas un problème cognitif, c'est un problème de rapport social. Les biens du clergé sont confisqués par Henri VIII au XVIe siècle, les biens du clergé en France sont confisqués au XIXe siècle. Parce que c'est le rapport social, des contradictions sociales de l'aliénation qui fait que les enclosures anglaises de 1530 ne sont possibles en France dans la guerre contre les Chouans et contre les Vendéens qu'à partir de 1789. Donc, ce que Marx nous dit dans l'idéologie allemande et qui est prodigieux, c'est que, effectivement, le surgissement d'une pensée historique n'est possible que quand le rapport social de la nécessité de sa genèse la rend incoercible au moment où elle surgit, là, maintenant, et pas ailleurs. Donc, on a là quelque chose de décisif par rapport à toutes les impostures du gauchisme de la marchandise, par rapport à toutes les impostures de la gauche du capital, les Jakubowski, les Lukács, toutes les interprétations constructivistes de la réification. Non, la réification n'est pas une construction. La réification n'est pas une projection de la conscience de classe de la bourgeoisie. C'est une projection de la conscience aliénée de toute classe dominante du capital et de l'État. Et on comprend bien l'imposture de Lukács. Lukács va valider l'expropriation des classes capitalistes privées au bénéfice des classes capitalistes étatiques. Il sera le larbin de la révolution capitaliste rouge de Béla Kun en Hongrie. Donc,
Lukács a strictement rien compris à la réification comme immanence du salariat, de la marchandise et de l'échange. D'ailleurs, vous pouvez lire toute l'œuvre de Lukács, il n'y a rien qui nous dise abolition de l'État, abolition de l'argent, abolition de la marchandise. Et Lukács a toute sa vie été le larbin du capitalisme étatique moscovite, parce que précisément, il n'a pas compris et il ne pouvait pas comprendre, en tant qu'universitaire larbin de toutes les nomenclaturas étatiques, que l'idéologie en tant que conscience fausse n'est pas la projection de la conscience de classe de la bourgeoisie privée sur le monde. La réification, le fétichisme de la marchandise, c'est la projection de la conscience aliénée de toute classe dirigeante, étatique ou privée, bourgeoise ou classe capitaliste, sur un espace qui reproduit le salariat, la marchandise, l'aliénation. Et le fétichisme de la marchandise est lié à ce processus qui fait que, effectivement, classe capitaliste privée ou classe capitaliste étatique, c'est la même merde. L'aliénation fétichiste, elle n'est pas liée au mode d'appropriation juridique, elle est liée au mode d'appropriation historique de la substance humaine aliénée, arraisonnée par la valeur, que le capitalisme soit privé ou d'État. Donc l'aliénation, la conscience vraie, la conscience fausse, ce n'est pas une construction de l'État. On a eu cette définition débilitante qui est le paroxysme à travers l'althussérisme stalino-maoïste, les appareils idéologiques d'État. Les appareils idéologiques d'État. Vous pouvez lire toute l'œuvre de Marx, vous ne trouverez jamais une définition des appareils idéologiques d'État. Il n'y a pas d'appareil idéologique d'État. L'idéologie n'est pas construite par des appareils idéologiques d'État. L'idéologie est construite par l'immanence de la conscience fausse aliénatoire qui, certes, produit des appareillages, mais qui ne sont que les résultats d'une immanence première qui est celle précisément de l'aliénation en tant que fondement historique de l'arraisonnement du monde de l'être par le monde de l'avoir et par le monde de la dépossession.